Avant de poursuivre, vous asseoir. Alors, comme je dis, je ne limite en aucun temps les contre-interrogatoires. Donc, ce que je vais faire, il y a un autre témoin qui attend, j'ai des enjeux. Alors, nous allons procéder ce soir jusqu'à 5h, 5h30. Ça va? Pas de souci. Alors, on était, M. Pelletier, ça achève, là, je vous promets. Non, mais vous connaissez l'importance que j'accorde aux contre-interrogatoires. Allez-y. Alors, nous étions à la clause, la clause de la divulgation de conflits d'intérêts, à l'article 21, conflit d'intérêts, à la page 17 sur 26. Vous venez de me dire que vous l'aviez lu à l'époque, là, en tant que contemporain. Parfait. Nous étions maintenant rendus à la description du mandat. Je remercie Mme Sarrazin de la copie papier qu'elle m'a remise tout à l'heure. On est à la page 20 sur 26 de la même pièce, 28P 104. Donc, le numéro, l'article 1, la définition du mandat. Oui. Vous pouvez le lire, monsieur. Oui, lisez-la, parce que là, on n'a pas la pièce en support. Ça va être plus simple là, que... Parfait. Alors, point 1, définition du mandat. La société vise à conclure un contrat de service professionnel avec un prestataire de service pour réaliser un examen externe complémentaire du projet CASA. Ensuite, il y a la problématique que je vous demanderais, en fait, d'exposer également là, pour les bénéfices de tous. Parfait. Alors, point 2, de la problématique. Donc, dans le cadre de l'implantation d'un PGI SAP à la société, la Direction de la vérification interne et de l'évaluation des programmes a été mandatée pour auditer ce projet afin de donner une assurance raisonnable de l'atteinte des objectifs. De plus, tel que prévu au contrat avec l'Alliance en 2017, l'intégrateur LGS-IBM a retenu les services de EY afin de réaliser des travaux de contrôle de la qualité de la gestion du programme Assurance Qualité Revue de qualité. Depuis le début du projet, la DVIEP a déposé plusieurs rapports d'étape à la haute direction et à la gouvernance. EY a pour sa part déposé 5 rapports de revue de qualité. Ces différents rapports contiennent plusieurs constats et recommandations. À la veille de la livraison 2, la société souhaite l'aide d'une firme externe et indépendante au projet pour obtenir un éclairage contemporain du projet. Donc, ma compréhension, la vôtre, là, c'est que le PwC considère vos travaux, vos rapports, vos constats aux fins de son propre rapport, son propre examen externe. En fait, oui. Et on retrouve ici, là, dans son texte, là, des éléments de ma recommandation, de ma note de mars 22. Je suis d'accord. Oui. Ensuite, au point 4, activité à réaliser. Oui. Est-ce que vous aviez pris connaissance du contrat de façon contemporaine à sa signature, Monsieur Pelletier? Je ne me souviens pas exactement quand j'ai pris connaissance de ce contrat-là, mais on m'avait informé que le contrat, en fait, que PwC était sur le point de commencer, puis son contrat devait être signé là, dans les jours. Là, donc, eux étaient déjà prêts. Là. Alors, tout ça se fait rapidement au mois d'avril. Là. Je comprends. Vous êtes voilà. pas, Alors, nous, on finit par avoir une copie du contrat aussi, mais on rencontre d'abord Price, et puis, bon, est-ce qu'on a vu le contrat avant ou tout de suite après? Bon, ça, c'est un peu, c'est pas clair là, dans mon souvenir, sauf que quand on a pris connaissance du contrat, on est tout de suite allé voir dans les activités à réaliser, donc au point 4. Alors... en fait, on y était, là. Oui. Donc, on peut lire la première phrase, si vous souhaitez. Donc, la première phrase pour les activités à réaliser, donc l'examen externe du projet CASA a pour objectif d'identifier des domaines clés de la livraison 2 du projet CASA pour ensuite faire un examen approfondi des domaines choisis par la société. Alors, c'est quand vous dites, là, les systèmes patrimoniaux étaient exclus, là, ça, c'était votre choix à vous. Puis finalement, la société a choisi de centrer sur la livraison 2 d'autres éléments. Pourriez-vous préciser quand vous dites que les systèmes patrimoniaux sont exclus? Hier que les systèmes patrimoniaux, vous auriez souhaité que PwC se penche sur cet élément-là, c'est exact? Oui, Okay. oui, exact. Puis je comprends que la société a choisi d'exclure cet élément-là, selon votre compréhension à vous. Peut-être juste avant de conclure à des exclusions, c'est que, comme je l'ai mentionné hier, parce que cette page-là, en fait, on l'a vu hier aussi, là, c'est que l'information qui nous manquait au moment où on a lu l'article 4 ici, là, ou le point 4, il me manquait le delta entre ma recommandation de mandat versus ce qui était dans le contrat ici. Alors, j'avais posé des questions à Denis Marcellet. J'avais dit, Denis, finalement, écoute, je vais prendre sous ma charge le plan de repli ou le plan B, si jamais ça ne fonctionne pas. Il y avait 3-4 items comme ça dans ma liste de points qui me disaient, bien ça, écoute, on ne fera pas faire ça par Price, on va faire ça ici à l'interne, ça, je le prends sous ma charge et tout ça. Alors, c'est pour ça, il me manque cette version-là finale
qu'est-ce que Denis Marcellet a donné à Price comme mandat, puis Price appelle ça ici, eux, les domaines spécifiés. Ici, là, il appelle ça les domaines choisis par la société, puis plus tard, en fait, il va finir par les appeler les domaines spécifiés. Et par la suite, il dit qu'ils vont faire une analyse approfondie des domaines spécifiés. Se fera à l'aide d'ateliers de travail, de revues en profondeur, de la documentation et l'obtention d'indicateurs de la mise en œuvre des mesures d'atténuation. Alors, on est loin ici des analyses technologiques et autres beaucoup plus précises. Je comprends bien, c'est que vous, ce que vous auriez souhaité, c'est qu'on prenne exactement ce que vous vouliez et qu'on le confie à PwC. Exactement. Okay. Vous avez mentionné hier que les conclusions vous avez déçues. Là, je vous cite, là, vous l'avez dit à 14h45. J'ai pris la note parce que je trouvais ça particulier. Vous avez dit que vos ambitions avaient été déçues par les conclusions du rapport PwC et que vous auriez aimé un break à bras. Bien, en fait, c'est que... Un break à bras, pour vous, ça veut dire on stoppe tout de suite la L2? En fait, c'est qu'on souhaitait... Je ne suis pas une spécialiste de break à bras, je vous avoue. Là. On souhaitait que Price, d'abord, aille plus en profondeur, justement pour que, s'il découvrait quelque chose d'important, qu'il puisse mettre le fameux break à bras. Okay. Mais vous auriez aimé, votre ambition, c'est qu'il y ait un break à bras. Est-ce que c'est ça? Pas nécessairement. Nous, on voulait avoir une opinion complémentaire. Parce que nous, on avait beaucoup... en fait, on avait sorti plusieurs éléments de risque. EY avait fait des évaluations de qualité aussi qui faisaient ressortir un certain nombre de problèmes. Alors, dans ma note de mars 22, moi, je dis, considérant les limites que EY avait, considérant mes limites à moi, j'étais rendu au bout de ma corde, bien, c'est là qu'on donne un mandat, en fait, à une firme externe indépendante, puis on leur demande, hey, écoutez, là, il est midi moins quart, là, sortez-nous les problématiques, autant du côté technologique ou au niveau de la gestion de projet, en fin de compte, tous les éléments de risque qu'on avait ressortis. Et dites-nous s'ils peuvent aller vers un go live en décembre 22 ou pas. Mais c'est un peu ça qu'ils ont conclu, PwC, à sa conclusion. Celle que vous n'aimiez pas, que vos ambitions étaient déçues. Price, considérant les travaux que je viens de vous énumérer, qui étaient somme toute assez sommaires, revue de la documentation et tout ça, donc on ne voyait pas d'analyse en profondeur du côté technologique ici. Alors Price conclut qu'il n'y avait pas d'angle mort ou que les angles morts, la possibilité qu'il y ait des angles morts était faible. Okay. Voilà. Je vous remercie, M. Pelletier. J'ai une dernière question, puis c'est un dernier élément. Hier, vous avez... on sait que la SAC et le MCN ont mandaté PwC en 2023 pour faire un examen indépendant du déploiement. C'est à votre connaissance, vous en avez parlé hier? Oui. OK. Et c'est à ce moment-là que vous avez affirmé comprendre le manque d'appétit de PwC en relation avec le fait que PwC faisait vérifiait les états financiers d'IBM. Donc, pour vous, vous avez fait la corrélation parce que PwC vérifie les états financiers d'IBM, ça expliquait pourquoi il manquait d'appétit en 2022. C'est un peu ça que vous avez dit hier. En fait, quand j'ai pensé à ça, parce que ça faisait déjà quelques mois qu'on trouvait qu'il n'y avait pas d'appétit, on était un peu déçus, voir des rapports, bien, à ce moment-là, j'ai eu un flash et je suis allé voir si PwC n'était pas les vérificateurs financiers de IBM. Ce que je découvre, c'est que c'est effectivement le cas. Alors, ça me donne peut-être une partie de réponse. Je ne peux pas conclure, mais au moins, ça me donne un indice important que IBM est évidemment un très gros client pour PwC. Donc, ça devenait une possibilité que peut-être qu'il y avait un conflit d'intérêts. Est-ce que c'est à votre connaissance que les activités de vérification des états financiers d'IBM sont effectuées à partir des États-Unis par des associés de PwC américains? Est-ce que c'est à votre connaissance? En fait, le rapport des vérificateurs de PwC était signé au mois de février à New York. Est-ce que vous êtes enquis auprès de la SAC ou de M. Ducharme des mesures ou des démarches qu'il avait effectuées pour s'assurer de l'indépendance de PwC en 2023? Comme je l'ai mentionné hier, j'avais avisé son adjointe exécutive, Mme Sin-Bel Kwong, et je l'avais informé, parce que Éric n'étant pas disponible, donc de bien vouloir informer le PDG qu'on suspectait, ou en tout cas qu'on avait un inconfort sur un possible conflit d'intérêts. Alors, Sin-Bel m'avait confirmé qu'elle en avait parlé avec Éric, puis que la réponse était que tout est correct. Donc. Alors, j'aimerais qu'on exhibe une nouvelle pièce, là, monsieur le commissaire. Vous l'avez montré au procureur de la Commission? Oh, oui, c'est déjà transmis. C'est déjà transmis. C'est déjà entre les mains de la greffière adjointe. Et en plus, j'en ai remis une copie à Maître Sarrazin ce matin. Parfait. Alors, ce sera la pièce. C'est un courriel de M. David Trudel de PwC
du 7 septembre 2023 adressée à M. Éric Ducharme. Donc, ça sera la pièce 28 P109. Donc, peut-être baisser un peu le texte. Je vais vous demander de descendre un peu le texte, Mme la greffière adjointe, pour... Bon, on voit bonjour Geneviève, bonjour Éric. Peut-être de lire les 2 premiers paragraphes, Monsieur Pelletier. Parfait. Donc, bonjour Geneviève et Éric. Alors, Geneviève Pouliot étant l'adjointe exécutive à Éric Ducharme. Alors, suite à notre discussion d'hier concernant les liens avec IBM, voici la mise en contexte. PwC, le vérificateur mondial d'IBM, les activités de vérification des états financiers sont effectuées à partir des États-Unis par des associés de la firme américaine. IBM étant des organisations leaders de l'Alliance, partie prenante aux livraisons du projet CASA, PwC Canada a validé et confirmé son indépendance dans le dossier. Avant d'accepter le mandat, PwC a suivi un rigoureux processus de vérification de l'indépendance sous la gouverne d'un associé indépendant. Peut-être de le monter un petit peu, s'il vous plaît. Responsable de la validation d'indépendance. Ce bureau d'indépendance a suivi les règles de l'art et examiné, et pas exclusivement les éléments suivants. Alors, la nature du mandat, les 3 questions posées par la SAAC et devant être répondues dans l'exécution du projet CASA. Pour cet important mandat, Price Canada a assigné à ce mandat 2 associés spécialisés en transformation d'entreprise. L'associé principal est spécialisé en gestion de programmes de transformation des TI et possède plus de 25 ans d'expérience, dont 12 ans en transformation SAP. L'associé en appui est responsable du contrôle de la qualité, spécialisé en vérification de programmes de transformation et en gestion de risque. Les 4 directeurs principaux impliqués dans la réalisation du mandat affichent une expérience moyenne de 15 ans dans le domaine, dont un affichant une expérience cumulée de plus de 35 ans en conseil. Aucun n'a collaboré ou travaillé directement sur le projet CASA et ou avec IBM dans le passé. Bref, est-ce qu'on peut arriver à la conclusion que vous avez dénoncé ça à M. Ducharme, puis que M. Ducharme a fait son travail? Alors là, M. Ducharme a fait son travail, sauf que nous, on a dénoncé ça ici en 23. Là. On était plutôt en mai ou juin 23 de mémoire, et ce document-là, ici, arrive en septembre. Là, ici. Vous êtes certain du moment de l'appel de M. Ducharme? Pardon? Vous êtes certain du moment de l'appel de M. Ducharme par rapport à cet élément-là? Écoutez, j'ai parlé avec Mme Sinbel Kwong. Price était sur le point de déposer son rapport en 23, qui n'était pas tard après le chaos. Là. Alors là, j'oublie les dates exactes. Là, ouais, mais, j'aimerais que vous lisiez quand même le courriel jusqu'à la fin, là, en résumé. Alors, en résumé, le Bureau d'indépendance de PwC a évalué la nature du mandat, les liens entre les parties prenantes et a statué hors de tout doute l'indépendance de PwC Canada dans le dossier. PwC a suivi un processus interne très rigoureux, identifiant et qualifiant les mesures d'indépendance à prendre avec IBM, membre de l'Alliance. Ce processus interne à PwC est obligatoire et assidûment géré. Est-ce que ça vous rassure sur le manque d'appétit de PwC maintenant? Bien, en fait, maintenant, techniquement, on aurait aimé voir ça, parce que généralement, ce qui se produit, c'est que les firmes déclarent leur indépendance, en fait, au début du mandat. Alors... Est-ce que vous avez cherché à l'obtenir, le contrat d'IBM, le contrat de PwC en 2023 avec le MCN et la SAAC? Bien, le contrat, en fait, on l'avait déjà ici. Non, c'est pas le même contrat. Là. Ça, c'est le contrat de 2022 que vous avez devant vous. OK. Le contrat pour 2023, le déploiement, c'est 2 choses distinctes. Ouais. Effectivement, en fait, à ce moment-là, on n'avait peut-être pas eu le contrat officiel, mais moi, j'avais posé la question, moi, dans un premier temps, à Mme Kwong. Alors, j'avais dit, écoute, peux-tu vérifier, voir avec le contrat? De mémoire, moi, je n'avais pas ce contrat-là. Et c'est là qu'elle a fait les vérifications auprès d'Éric Ducharme. Alors, vous êtes rassuré avec ce que vous venez de lire? Alors, avec ce que je viens de lire là, oui, je suis rassuré, mais il en demeure pas moins qu'il y avait quand même apparence de confidentialité. Je vous remercie, M. le commissaire. Merci. Procureur général. On n'a pas de questions pour le témoin. On le remercie pour les 3 jours de témoignage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un réinterrogatoire, M. Salazar? Le supplice achève, M. Pelletier. Mais je veux écouter vos recommandations, Marco. Si on va se garder du temps. Hein.
Donc, rebonjour, M. Pelletier. Rebonjour. Je veux revenir rapidement sur vos qualifications professionnelles et le permis d'auditeur. Oui. Vous étiez CA. Votre première accréditation professionnelle, c'était comptable agréé. CA en 1988. C'est ça. Puis ça a été votre titre jusqu'en 2012, qui était la date, l'année de la fusion des 3 ordres CA, CGA, CMA. Oui. Comptable agréé, comptable généraux agréés et comptable en management accrédité, voilà. Si ma mémoire est bonne. Comme comptable agréé, vous aviez, sans besoin d'autres permis que ce soit, le pouvoir exclusif là, de faire des vérifications comptables. Oui. Une vérification comptable, c'est l'acte réservé qui est maintenant permis uniquement aux titulaires de permis d'auditeur depuis la fusion des 3 ordres. Oui. Parfait. Donc, ce que je comprends, c'est que, suivant la fusion des ordres, vous n'avez pas, parce qu'il y a eu une période de grâce, vous n'avez pas requis votre permis d'auditeur. Non, parce que là, j'en avais plus besoin. Je venais d'entrer dans la fonction publique. C'est ça. Donc, mais dans les faits, vous avez la formation, oui. Vous avez été habilité en regard de votre ordre professionnel jusqu'en 2012. Oui. Et dans les faits, votre CV démontre que vous avez fait des vérifications financières, oui. Juste, bien, peut-être pas jusqu'en 2012, mais en tout cas jusqu'à votre entrée au gouvernement. Tout à fait. Parfait. Puis ce que vous dites, c'est que les normes de vérification, puis en fait, dans ce qu'on appelle normes de vérification, il y a 3 niveaux, là, hein? Il y a l'audit ou la vérification, il y a l'examen, puis oui. il y a l'avis au lecteur ou la compilation. Il y a des règles qui sont maintenant dans le manuel de CPA Canada, oui. qui étaient avant dans les règles, dans le cahier de l'ICCA, l'Institut canadien des comptables agréés, oui. dans lesquels c'est énuméré. Mm-hmm. Si on mène une vérification, un examen ou une compilation selon ces règles-là, oui. Et quand vous faites un audit interne, là, vous vous fiez aux normes émises par l'Institut international des auditeurs. Oui. Interne. Là, j'essaie de traduire, là, mais je le traduis mal, mais on s'entend. Et ces normes-là, les 2 jeux de normes, ce que vous avez appelé des sets de normes, oui. proposent grosso modo la même méthodologie. Oui. Parfait. Ensuite, on vous a questionné sur votre expérience en matière d'audit en continu d'un projet en cours de réalisation. Oui. N'est-il pas vrai qu'au gouvernement du Québec, c'est assez rare qu'on fasse dans les années où vous en avez mené une à la SAQ, un audit en continu? Effectivement. Parfait. N'est-il pas vrai que c'était une pratique naissante oui. qu'on tentait d'instaurer et qu'on a continué d'instaurer dans les années qui ont suivi là, au gouvernement du Québec? Oui. N'est-il pas vrai que le plan de modernisation de la justice a fait l'objet d'un audit en continu? En fait, je vais être en mesure de répondre parce qu'au ministère de la Justice, j'ai eu un mandat pour siéger sur le comité de vérification spéciale en lien avec l'implantation d'un grand projet de cette nature. Parfait. Et pourquoi on vous a invité à faire partie du comité d'audit du plan de modernisation de la justice, M. Pelletier? À l'époque, j'avais été sollicité par le président de ce comité-là, qui est M. Benoît Boivin, et puis Benoît m'avait dit, écoute, il nous manque un membre et on souhaiterait que tu te joignes à nous, considérant l'expérience que tu as maintenant dans ce genre de projet-là et dans ce genre de vérification-là. Expérience que vous avez acquis où, M. Pelletier? L'expérience, en fin de compte, pour ce qui est de l'audit en continu, principalement à la SAC. Très bien. Merci. Concernant les questions de sécurité d'un PGI, oui. Je comprends là, que l'opinion dont parlait le maître Gagnon de Mme Croteau est théorique, là, dans le sens... Mais dans les faits, là, la sécurité du PGI installé à la SAC, est-ce que le département d'audit interne a fait
des audits d'un point de vue de la sécurité de ce qui a été effectivement déployé? En fait, il y avait déjà des mandats d'audit un peu plus généraux, plus globaux, donc qui ne visaient pas spécifiquement CASA, qui était déjà en cours, donc dans nos mandats dits réguliers. En cours de route, il y a eu un mandat qui était un peu plus spécifique, donc qui avait été demandé par le MCN, qui appelait le LGGRI, là, donc la loi sur la gouvernance des ressources informationnelles. On avait déposé notre rapport là-dessus quelque part en juin ou à l'été 23. Là. Parfait. Et qui, dans votre équipe, a été l'analyste et l'auteur principal là, de ce rapport-là? Bien, les deux experts au dossier étaient Martin Lapierre et Vincent Poirier. Et qui a, à la fin, signé ce rapport-là? Bien, en fait, le rapport a été signé par, comme je le mentionnais tantôt, par la direction de la vérification interne, alors donc par moi-même, et c'est là qu'on l'a présenté au comité d'audit. Donc, ce n'était pas présenté au comité conjoint, ça c'est au comité d'audit. Parfait. Puis si je questionne M. Vincent Poirier sur le contenu de ce rapport-là, est-ce que je m'adresse à la bonne personne pour avoir des détails à son sujet? Vous devriez avoir du détail à volonté, je dirais. Parfait. Ouais. Merci. Juste pour clarifier là, pour le public, on a parlé de Scrum. On a l'habitude d'utiliser le terme Scrum pour parler d'une meute de journalistes à la sortie d'une rencontre du Parlement salle de palais ou de autre, justice. mais une salle du palais de justice. Mais dans le cas où on le nomme, n'est-il pas vrai que c'est une terminologie particulière d'une rencontre qui se tient dans le cadre de la réalisation d'un projet en mode agile? Oui. Parfait. Maître Gagnon vous a questionné tout à l'heure si vous étiez au courant des sommes injectées pour moderniser les systèmes actuels relatifs à tout le système d'indemnisation de la Société d'assurance automobile du Québec. N'est-il pas vrai que le module indemnisation faisait l'objet de la livraison 3 dans le projet CASA? Oui. Est-ce qu'à ce jour, la livraison 3 a eu lieu? Non. Est-ce qu'à ce jour, à votre connaissance, quand vous avez quitté la SAQ, est-ce que la livraison 3 est en début de production? Non. Donc, est-ce que je fais bien de comprendre lorsque vous avez quitté la SAQ l'été dernier, c'était toujours les vieux systèmes qui permettaient de gérer l'indemnisation à la SAQ? Exactement. Très bien, merci. On va reprendre le contrat de PwC si vous le voulez bien, qui est le 26P104. Sauf que vous l'avez papier, là. Bien, vous l'avez papier devant vous. On va aller à la clause 21. Et Mme la greffière adjointe, c'est la page 17 du document. Ça veut dire 28 P104? Ah, c'est possible. Ça, c'est mon erreur de... OK, parfait. Désolée. Donc, 28 P104, article 21, page 17. On va prendre le temps de lire, là, au-delà du titre, qui s'appelle « Conflit d'intérêts ». La clause, ça dit « Le prestataire de service doit éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son intérêt propre, soit d'autres intérêts, notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède, l'intérêt d'une de ses ressources, d'une de ses filiales, d'une personne liée, dans le cas d'un consortium, l'intérêt d'une des constituantes par rapport à l'intérêt de la société. » Donc, est-ce que, selon vous, là, puis pas d'un point de vue juridique, mais dans votre compréhension de comment s'opère un cabinet comptable international comme PricewaterhouseCoopers, ça vise le bureau des États-Unis versus le bureau du Canada? Moi, ma compréhension, c'est que tout ça était relié. Très bien. Je continue de citer la clause. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, le prestataire de service doit immédiatement en informer la société qui pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire de service comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier le contrat. Oui. Donc, lorsque vous avez fait vos démarches en mai 2023, là, vous vous situez dans le temps, auprès du bureau du PDG de la SAQ, à l'époque Éric Ducharme, vous inquiétant du fait que PricewaterhouseCoopers sont les auditeurs de IBM, est-ce qu'on vous a fourni
une copie d'une quelque dénonciation que ce soit de la part de PricewaterhouseCoopers de son conflit d'intérêts avant qu'elle ne débute son mandat, donnant lieu à son rapport de juillet 2022? Aucunement. Est-ce que le rapport de juillet 2022 de PricewaterhouseCoopers fait état de ce conflit potentiel d'intérêts et des mesures qu'il a mis en place pour qu'ils ne viennent pas teinter les résultats de son audit? Non. Parfait. Vous avez aussi, on est revenu là, sur votre fameuse déclaration d'hier à l'effet que vos ambitions étaient déçues quand vous avez lu le rapport de PricewaterhouseCoopers. Oui. Si je me rappelle bien votre témoignage d'hier, c'est que vous avez recommandé qu'on donne un mandat à l'externe parce que vous, comme DVIEP et Ernst & Young, arriviez au bout de votre cas. Oui. À la lumière des travaux que PricewaterhouseCoopers décrit avoir fait dans son rapport, des gens qu'il a rencontrés et des documents qu'il a consultés, est-ce que vous êtes d'avis que PricewaterhouseCoopers a pu aller au-delà de la corde que vous aviez et que Ernst & Young avait? Bien, au-delà de la corde, si je comprends bien votre question, est-ce que Price répondait bien en fait à mes objectifs que moi j'avais définis dans un projet de mandat pour aller justement au-delà de notre corde? Ben, en fait, c'est est-ce qu'il a mené des travaux d'audit qui allaient plus loin que ceux que vous pouviez mener comme des VIEP et Ernst & Young à l'époque? Pas à notre satisfaction, considérant les objectifs là, qu'on avait. Parfait. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ensuite? Ça va? Parfait. Alors, M. Pelletier. Oui. Je l'ai dit à maintes reprises. La première phase de nos travaux, c'est de savoir ce qui s'est passé. Et vous faites partie du casse-tête que j'aurai à résoudre en bout de piste. Par contre, mon mandat ne s'arrête pas là. Mon mandat fait en sorte que je dois faire rapport au gouvernement et je dois faire des recommandations. Oui. Parfait. Alors, j'ai pas l'intention de faire revenir les témoins 2 fois. Là. Quand je les ai sous la main, je le fais. À la lumière, surtout de votre expérience, la longueur de votre expérience, j'aimerais connaître, là c'est un témoignage d'opinion, si vous avez des recommandations, c'est quand même là, à brûle pour point. Et également, je l'offre à tous les témoins. Dans votre cas, vous n'êtes pas représenté personnellement, donc je vais vous demander si jamais vous voulez compléter, donc d'envoyer une missive ou une correspondance à Maître Sarrazin qui va la partager. C'est vraiment transparent ici, avec l'ensemble des parties, et que je pourrai tenir compte lorsque je rédigerai mon rapport et que je ferai des recommandations au gouvernement. Alors, la parole est à vous. Dans un premier temps, si vous avez à brûle pour point certaines recommandations déjà que vous voudriez nous faire part et également les compléter au besoin. Parfait. Monsieur le commissaire, merci de me donner cette belle opportunité. Et puis, on se souviendra qu'au début, quand on a parlé des organigrammes, à quelle place était située la boîte de vérification interne, et je vous ai aussi mentionné dans le cadre de mon témoignage que la SAC était au niveau du gouvernement un modèle. Le SCT se référait à nous, plusieurs autres aussi, donc on en était très, très fiers. On avait un bon modèle. Mais après 8 ans et demi de pratique dans ce modèle-là, ça m'amène à proposer. Je ne prends pas nécessairement, là, à ce moment-ci, le terme de recommandation. Là, je vous parlerai peut-être plus des pistes de solutions ou des améliorations souhaitées là, pour ne pas revivre ça. À l'usage, ce que j'ai constaté, puis ce que mon équipe a dû vivre aussi, c'est que le positionnement de la boîte en audit interne est bien positionné, puis c'est les règles de l'art aussi qui se rapportent au comité d'audit de façon directe. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Maintenant, de relever administrativement du ou de la PDG, je vous confirme qu'à l'usage, c'est peut-être pas une bonne idée. On l'a vu en chemin.
les rapports qui peuvent être discutés longuement, qui peuvent être écourtés. Ça nous amenait à se battre vraiment pour faire en sorte que la communication se rende jusqu'au comité d'audit. Alors, si j'avais une piste de solution, puis en plus, il y a un malaise aussi à ce niveau-là, c'est que c'est là où l'APDG qui fait mon évaluation de rendement à titre d'employé. Oui. Alors, oui, on se doit de maintenir des très bonnes relations, mais il arrive un temps où la ligne est mince, là. La ligne est très, très, très mince, là. Et moi, dans mon cas, je n'avais pas d'impact salarial parce que j'avais déjà atteint le sommet, moi, dans mon échelle, là, donc je ne pouvais pas me faire acheter, en fait, à ce niveau-là. Mais quand même, mon évaluation aurait pu être affectée par ces discussions-là. Ça n'a jamais été le cas. Mme Tremblay m'a toujours donné de très bonnes évaluations qu'elle partageait avec le comité d'audit, évidemment. Mais de revivre 8 ans comme ça, à forcer constamment pour déposer nos dossiers, alors que la PDG devait jouer un rôle administratif, on n'est pas dans le contenu des rapports, là. Alors, il y a eu une confusion au niveau des rôles. Alors, ce que ça faisait, je comprends que Mme Tremblay était toujours préoccupée par, écoute, il ne faut pas emmener ça au CA dans un état trop détaillé, il faut être exécutif et tout ça. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais il arrive un temps où la ligne se faisait dépasser. Donc, ce n'était plus uniquement de l'administratif. Alors, puis on a un risque aussi. Tu sais, Mme Tremblay, c'est une gestionnaire de haut niveau, oui, mais on peut arriver avec un gestionnaire de haut niveau en titre, mais peut-être de niveau plus bas de facto. Voilà. Alors ça fait partie aussi des risques. Alors, ce que je propose ici comme piste de solution, c'est que la direction de la vérification interne devrait ou pourrait relever, du point de vue administratif, du secteur juridique, par exemple. Secteur totalement indépendant. Secteur à qui on se réfère de façon naturelle aussi, mais pour le volet administratif. Donc, quand les rapports se feraient, l'équipe en audit interne a du jugement, on est des professionnels, on est formés pour ça, on est capable de pondre des rapports de qualité, on l'a démontré, bien, ce sera entre l'auditeur interne et le comité d'audit à définir l'épaisseur du rapport ou, en fin de compte, le meilleur véhicule pour communiquer avec eux. Alors ça, c'est une piste de solution. On pourrait également penser peut-être à se faire aider de ce côté-là avec le vérificateur général du Québec, mais sans vouloir alourdir, là, parce que là, ça devient lourd là, quand on va ailleurs. Mais si on veut rester en fait à l'intérieur de la boîte, ça m'apparaît raisonnable et logique de relever ou d'être accompagné pour le volet administratif par le secteur juridique. Alors ça, c'est ma première piste de solution ou recommandation. J'en aurais une deuxième, c'est que on l'a vécu, le mandat qui a été donné à PwC. Je pense que la prochaine fois qu'il y a de tels mandats qui sont donnés, devraient être donnés directement par les auditeurs internes pour bien répondre, en fait, à leurs préoccupations. Parce que là, on l'a tous vu, on a compris, il y a eu un écart entre ce que je proposais et entre, effectivement, le mandat que Denis Marcellet a donné à PricewaterhouseCoopers. Vous avez bien dit, c'est-à-dire que vous, les auditeurs internes, puis EY, vous étiez rendus au bout de vos rouleaux. Exact. Et vous aviez besoin d'aide. Voilà. Et normalement, on a des budgets pour aller chercher de l'expertise pointue sur certains points, là, ce qu'on avait déjà fait là, dans le calcul des bénéfices, entre autres. Alors, c'est pour ça que, comme piste de solution aussi, moi, ce que je recommande, c'est que dans un cas semblable, qu'il n'y ait pas d'interférence entre mon besoin ou entre ma recommandation d'aller mandater une firme externe. Et puis, la firme externe va se gouverner en conséquence et elle va produire un rapport en lien avec ma recommandation. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que je pense que c'est M. Sioui qui a fait référence à ça. C'est que ce qui a été perçu, ou en tout cas ce qui a été nommé, c'est que Denis Marcellet a donné suite à notre recommandation. Il a mis un crochet vert à côté, puis on verra après là, pour le restant. Là. Je le résume, là, mais bon. Alors, nous, ça ne rendait pas justice, en fait, à la recommandation qu'on a faite, et c'est une recommandation qui était totalement importante, basée sur les différents risques qu'on avait donnés. Alors, bref, solution possible à ça. Les mandats de cette nature-là, reliés à nos travaux et à nos recommandations, devraient être donnés par notre direction à nous. Je vous en nommerai une troisième aussi, en lien avec les nombreux pouvoirs que Carl Malenfant avait. Que ce soit Carl Malenfant ou, bon, peu importe qui, vice-présidence TI.
Au moment où Carl avait cette vice-présidence-là, il était déjà VPTI, c'était une grosse vice-présidence, donc il y avait beaucoup de monde là-dedans. Il a eu à gérer le projet CASA, qui était immense dans cette organisation-là. En 2020, il y a eu une réorganisation. Carl a ramassé la direction générale des ressources humaines, ce qui n'était pas rien. Et en même temps, on lui a donné aussi la direction des ressources matérielles et immobilières. Donc, ça faisait une vice-présidence très, très lourde. Et de plus, il était responsable du bureau de projet CASA. C'est beaucoup de responsabilités dans les mains d'une seule personne. Et ça m'amène à vous parler des contrôles. Quand on parle de séparation de tâches incompatibles, bien là-dedans, on retrouve un certain nombre de tâches qui, veut pas, deviennent paraître incompatibles. Alors, si j'avais une recommandation à faire, ce serait de ne pas mettre autant de responsabilités dans la cour d'un seul VP, comme ça. Et en même temps, bien, le bureau de projet pour les grands projets devrait être un peu éloigné, finalement, du vice-président. Mettre une touche d'indépendance un peu là, dans ce bureau de projet-là ici. Et comme dernier point que je tenais à vous souligner, c'est que les membres du CA ne devraient plus se priver de contrôles importants qu'ils avaient déjà. Je m'explique. À l'époque, les membres du CA, il existait un contrôle que toute dépense de 1 million et plus devait passer au CA. Et les membres, en 2016-17, ont accepté d'éliminer ce contrôle-là en se faisant dire que ce n'était pas utile parce que, de toute façon, ils se faisaient présenter un budget annuel. Okay. Mais en un an, on a le temps de déraper longtemps, même si on est à l'intérieur d'un budget de plusieurs centaines de millions. Alors, le contrôle, que ce soit 1 million, que ce soit 2 millions et tout ça, les membres du CA, je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient renoncé à ce contrôle-là, qui est extrêmement efficace, qui n'est pas long, qui se gère bien. Alors ça, ce contrôle-là était tombé au début du projet CASA. Alors c'est les principales problématiques que je voulais vous soulever, ainsi que des pistes de solutions. Je vais vous en soulever une autre. En tout cas, pour ceux qui suivent les travaux de la commission et les questions que je pose, là, il est clair, c'est pas un scoop pour personne qui va avoir des recommandations sur les conseils d'administration. Oui. Avec ce que j'ai vu, ce que j'entends jusqu'à maintenant, la preuve, elle n'est pas terminée. Vous avez évoqué là, les dépenses d'au-dessus d'1 million de dollars en tant que tel. Est-ce qu'il vous vient d'autres? Parce que vous avez été justement relevant d'un comité du CA auquel vous étiez là d'office, là, est-ce que j'ai compris? Oui. Est-ce que vous avez pu observer d'autres choses et est-ce que vous pouvez effectivement aller au fond de votre pensée pour dire qu'est-ce qui devrait être amélioré sur les conseils d'administration d'une société d'État de la grosseur de la SAC? Bien, écoutez, on peut se dire qu'en théorie, les nominations sont faites et que c'est respecté. C'est-à-dire que par rapport au comité d'audit, bien, les règles nous demandent qu'il y ait minimalement 3 membres externes, qu'il y ait un membre qui soit CPA, etc. Ça, du côté des règles, toujours en apparence, en fait, on est correct là-dessus. Maintenant, je ne veux pas porter un jugement individuel sur qui que ce soit, sauf que il y a effectivement des membres qui sont sur le CA il y en a qui n'aiment pas les auditeurs, il y en a qui ont toutes sortes de profils. Évidemment, ils viennent tous de l'externe. Mais on se faisait évidemment, pas bousculer, mais en même temps, on sentait que, surtout à partir de 2020, aller jusqu'à 22, là, quand ça a chauffé plus, on était en terrain hostile, alors que nous, les vérificateurs, étions leurs yeux et leurs oreilles sur le terrain. Là. Okay? Et on avait des choses importantes à dire. Et au moment où on se parle, l'histoire nous donne raison. Pour parler en langage de baseball, on a une moyenne de 1000 au bâton. Ce qui n'est pas rien. Alors, je me dis, pourquoi les administrateurs n'ont pas écouté plus que ça? Pourquoi il fallait toujours se battre pour aller faire entendre ce qu'on avait à dire? Donc, la nomination des administrateurs, normalement, devrait être faite pas juste par des références individuelles, mais j'imagine qu'il devrait y avoir un processus beaucoup plus serré quant aux compétences ou quant au profil recherché. Moi, ça m'apparaît évident. On nous fait passer des examens extrêmement précis, extrêmement sévères pour occuper une chaise dans l'organisation. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les administrateurs?
Parce que les De la bonne responsables... gouvernance. Pardon? Qui sont chargés de la bonne gouvernance. Exact. Voilà. J'aimerais ça vous remercier. Ça a été une grosse semaine. Vous avez occupé les 3 jours de la semaine. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Votre témoignage est très, très utile au niveau de nos travaux. Et on continue. Alors, merci beaucoup. L'ordonnance que j'avais donnée ne s'applique plus à la fin de votre témoignage, mais après ça, vous êtes un adulte, vous décidez ce que vous voulez faire. Tout à fait. Si jamais on vous pose des questions. Merci, Monsieur le juge, pour votre écoute. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci. Bon. Ça va? Oui, alors je comprends que je vais juste laisser le témoin là, pouvoir partir. Effectivement, est-ce qu'un 10 minutes, Maître Sarrazin, ça vous va ou un petit peu plus pour permettre de changer de décor comme au théâtre? Là? Si vous... Oui, un petit peu plus, ça serait apprécié. Vous vous faites signe de Mme la greffière qui va Parfait. me texter. Ça va? Oui, Parfait. merci. Veuillez vous lever.